Et elle dit c'est une idée complètement fausse et absurde. Pour des artistes, l'art, c'est quelque chose dans lequel on s'engage et on y met sa vie, si je peux dire. Et donc, de ce point de vue, traiter Aragon dandy après le goulag, non, c'est pas du dandysme, c'est pas une espèce de petite chose gratuite et légère qui se joue, c'est quelque chose où son corps s'engage. Je vous ai dit, en 53, il perd 12 kilos, c'est pas ça. Et à plusieurs reprises, on sait qu'il a failli se tuer par rapport à sa décision, notamment par rapport au printemps de Prague, où il voit ça. Donc c'est pas du dandysme, je suis vraiment en désaccord, mais profond avec cette idée-là, pour des raisons poétiques et pour des raisons politiques. C'est-à-dire que la vie se voue dans l'art, mais la vie se joue aussi dans la politique. Et pour Aragon, il y joue sa vie, dans les deux cas. Et pour des raisons poétiques et pour des raisons politiques. Donc c'est la principale reproche, disons, que j'aurais à faire à cette communication, qui par ailleurs est très riche, mais que je trouve parfois un peu éloignée de la neutralité axiologique, que je trouve parfois un peu dans le jugement, dans un jugement qui par ailleurs me paraît infondé. Voilà. Pour dire les choses négatives, mais alors que je trouve le travail tout à fait intéressant et vraiment apportant des sources nouvelles, riches. Mais comme le dit lui-même du Colombier, Aragon est un personnage insaisissable, très difficile à saisir, parce que vous avez vu, il y a souvent, ça se joue à plusieurs niveaux. Le texte que j'ai lu tout à l'heure, me semble-t-il, était assez révélateur de la patte aragonienne, c'est-à-dire que ça peut se lire, c'est quand même un écrivain, hein, donc, et puis pas n'importe lequel, donc ça peut se lire à plusieurs niveaux. Et il joue des stratégies lui-même, avec, en fonction des acteurs, pour faire avancer les idées qui lui paraissent bonnes. C'est aussi un homme politique, de cette manière. Donc la vérité ne se trouve pas dans une lettre à Moscou, plus qu'elle ne se trouve dans une lettre en France, etc. On n'est pas dans une logique positiviste. Ça, vous l'aviez bien montré, là encore, à Dijon, quand il y a eu l'ouverture des archives. Voilà, c'est-à-dire que l'ouverture des archives, le SWIFT soviétique, ne fait pas apparaître d'un coup et d'un bloc une vérité révélée à l'intérieur d'archives. Ce serait des illusions positivistes. Mais je crois que Roman du Colombier, on n'est pas, comment dire, ne joue pas dans ces... Donc il y a des éléments de discussion, voilà, par rapport à ça. Voilà. Mais après, moi je trouve que il faut travailler sur Aragon et continuer, et le débat fait partie des choses positives. Merci. D'autres questions, remarques, suggestions? Serge, moi j'ai une autre question qui est sur une période que tu n'as pas évoquée, mais sur le rôle d'Aragon dans le débat intellectuel. Dans le Parti communiste, on sait qu'au moment d'Argenteuil, du comité central d'Argenteuil, il joue un certain rôle, même un rôle certain. Et en même temps, puisqu'on est sur le sujet aujourd'hui des lettres françaises, est-ce qu'il n'y a pas un problème des lettres françaises par rapport au débat parmi les intellectuels communistes autour de ce qu'on pourrait appeler les sciences sociales, c'est-à-dire non, la philosophie, mais aussi la psychanalyse, les sciences humaines, le structuralisme, tous ces débats qui vont finalement trouver écho dans d'autres revues que les lettres françaises, de manière un peu concurrente. Je pense à la Nouvelle Critique ou la Pensée. Est-ce que là, il n'y a pas... quelle est la manière dont Aragon réagit ou ne réagit pas sur cette question en tant que directeur de journal, hein, je pense son rapport aux lettres françaises et à la place des lettres françaises? Oui, juste parce que, comme je ne l'avais pas en tête, un petit élément supplémentaire, et puis c'est aussi pour la discussion. Aragon dit en 72, j'ai gâché ma vie. Et c'est vrai que, pour une part, c'est quand même une grande défaite. Parce que quand on dit dans le public, Aragon, qu'est-ce que c'est? C'est un écrivain engagé. Voilà ce qui est dit. Et le drame, et c'est ce que dit Romain du Colombier aussi d'ailleurs, pour définir le vanovisme, à un moment il dit, voilà, c'est pas quoi, il faut s'engager. Il dit ça. C'est vraiment la démonstration de l'échec le plus complet d'Aragon, parce que l'engagement, cette notion philosophique-là, par laquelle Romain du Colombier définit la position jdanovienne et aragonienne, c'est une définition sartrienne. C'est sartrienne qui définit l'engagement. Et évidemment, elle est combattue par Aragon, puisque l'engagement, ça veut dire qu'il y a une extériorité de principe, et puis qu'un artiste, en fait, il n'est pas dans la société, et qu'il peut y rentrer, s'y engager. Et Aragon se bat en permanence, 100 fois, 1000 fois, il dit « je ne suis pas engagé, je ne suis pas engagé ». Parce qu'on ne peut pas être, comme si on pouvait être dégagé, on peut être extérieur au monde. Non, on est dans le monde, il n'y a pas d'engagement, comme si les artistes avaient à rentrer dans le monde. Alors définir le vdanovisme comme l'engagement, alors que Sartre lui-même a été traité avec assez peu de courtoisie par les soviétiques, ça m'a trouvé que c'était un peu
la preuve de l'échec complet d'Aragon, puisqu'à la fin, Aragon, qui s'est battu toute sa vie contre, quand même beaucoup contre cette notion d'engagement, se retrouve défini comme tel, y compris par ses meilleurs spécialistes. C'est quand même triste. Bon, mais j'arrête. Hein. Je voulais le dire par ailleurs. Non, mais c'est bien que tu t'engages quand même sur ce sujet. Non, mais je le dis en plus. C'est bon, mais parce qu'il le dit souvent. Il dit c'est les domestiques qu'on engage. Il dit je suis pas un domestique, on m'engage pas. Voilà. Bon, ça fait un peu aristocrate comme formule, hein, mais c'est comme ça. Mais c'est aussi un homme de la grande haute famille. Bon, alors j'arrête. Bon, mais de toute façon, alors j'arrête. La question qui est posée ici. Ce qui est surprenant, c'est qu'on pourrait penser, et moi c'était mon idée aussi avant, mais on y verra plus clair, malgré tout, de manière plus documentée, quand l'indexation des lettres françaises méthodique et totale aura été faite par les équipes qui y travaillent, et notamment en lien avec cette auguste maison. Parce que là, il y a une lecture qui a été faite intégralement. Cette lecture ne s'est pas accompagnée, évidemment, vous imaginez bien, de la reprise en tapant tous les articles qui existaient dans le journal. On a juste retenu les articles qui nous paraissaient intéressants. On n'a pas repris l'ensemble des articles. Donc c'est un travail nécessaire qui permettra de donner du poids à ce que je veux dire ou de l'affirmer. Parce que bon, voilà, c'est comme ça qu'on avance. C'est aussi en étant réfuté. Donc moi je me permets de quelques critiques, mais pour être critiqué, c'est comme ça qu'on avance, bien sûr. Et sans aucune fatuité, ça me paraît au contraire de l'honnêteté. Et de la confraternité totale. Donc, pour cette affaire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je m'attendais à trouver les grands noms de la pensée et de la nouvelle critique. C'est-à-dire, je pensais avoir beaucoup de Roger Garaudy. Roger Garaudy, quand même, en plus, c'est le grand copain, le grand ami d'Aragon. Il préface, son trop préface, etc. Voilà. Aragon préface pour un réalisme sans rivage, par exemple, de Garaudy. Donc, il y a vraiment des proximités fortes entre eux. Très peu de Garaudy dans les lettres françaises. Alors je me disais, on va avoir beaucoup peut-être de Sèvres, de Lucien Sèvres, donc pour l'instant, je n'ai trouvé aucun article de Lucien Sèvres dans les lettres françaises. C'est quand même tout à fait étonnant, vous voyez. Lucien Sèvres, rien. Alors, Althusser, j'ai trouvé un article, mais peut-être qu'il y en a deux, mais trois, mais on n'a trouvé qu'un article d'Althusser. Donc, Cognot peut-être. Alors, les grands noms les grands philosophes marxistes, qu'on trouve très présents dans d'autres revues, comme La Pensée ou Nouvelle Critique, mais on ne les trouve pas dans les lettres françaises. Très surprenant. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Et dans les années 60-70, qui est un grand moment aussi d'essor des sciences sociales, eh bien, on se retrouve, au contraire, avec alors, une très grosse place des structuralistes. Alors que le structuralisme lui-même est discuté dans les revues communistes. Vous avez donc, comment dire, le socialiste Lévi-Strauss, donc vous avez tous les autres, comment il s'appelle, Dumézil, voilà, tous les grands noms, André Leroi-Gourhan, vous avez toute une série des grands noms structuralistes qui sont là. Et en face, rien. Je veux dire, c'est même pas une discussion. C'est pas. Non, c'est porte pleinement ouverte aux structuralistes et sans éléments de discussion ou de débat, alors qu'au contraire, il y a une position parfois plus dure. Foucault pensait quand même que Lucien Sèvres, dans La Pensée, quand Les mots et les choses sort, qui est un ouvrage quand même souvent cité, mais qui quand même est très offensif par rapport au marxisme, où Foucault tape très dur sur le marxisme, donc très logiquement, Sèvres, tape très dur sur Les mots et les choses, qui est une discussion frontale par rapport au marxisme quand même. Eh bien, pleine page, grand entretien, plusieurs fois de Foucault dans les lettres françaises, vous voyez. Donc il y a quelque chose ici d'assez inattendu quand même, il faut bien le dire, surtout dans cette disproportion. À la limite, on aurait pu dire un peu de Foucault, un peu de... Non, c'est pas ça, c'est vraiment une espèce de porte très largement ouverte à ça. Alors comment le comprendre? À mon avis, il y a plusieurs éléments. Quand même, il faut dire qu'il y a un acteur ici important, c'est Pierre Daix quand même dans cette affaire. Alors bien sûr que si Aragon était en désaccord complet, ça n'aurait pas eu lieu. Donc on ne peut pas dire c'est Pierre Daix et Aragon n'était pas d'accord, n'était pas au courant, c'est pas vrai. Aragon est présent dans la vie du journal, et si ça se fait, c'est qu'il le veut bien. Mais c'est quand même Daix qui est l'acteur principal, parce que quand je parlais de Foucault, Foucault c'est pas toujours le cas,
mais de Lévi-Strauss ou des autres grands noms du structuralisme, souvent ce sont des grands entretiens qui sont faits par Pierre Daix. Donc c'est Pierre Daix qui fait ça. Et Pierre Daix lui-même fait plusieurs longs articles sur le structuralisme, qu'est-ce que le structuralisme, pour le structuralisme. Donc Pierre Daix ici joue un rôle très important. Donc ça c'est un point. L'autre point c'est que Argenteuil, toutes les discussions d'Aragon autour d'Argenteuil, on le voit bien, il y a bien sûr le travail de votre troisième organisateur, que je dois saluer, donc Roger Martelly, qui a édité donc avec une introduction le comité central d'Argenteuil il y a peu. Tout le travail d'Aragon est quand même, parce que traditionnellement il y avait des rencontres des philosophes communistes, etc. etc. Et parfois on invitait, parce que bon, c'était des intellectuels, donc on invitait Aragon. Non. Aragon, on voit bien quand même qu'il y a souvent, il y a quand même une volonté de ne pas être embarqué avec les philosophes. Il y a ce côté les philosophes. Et donc ça explique peut-être quand même le fait que tous les philosophes communistes, tout ça, il n'y a pas que Daix, on savait, Aragon lui-même, quand même assez... donc Althusser, évidemment. En 66, évidemment, Althusser, qui joue le rôle un peu de repoussoir par rapport à Aragon, puisqu'Althusser, évidemment, c'est pas seulement la philosophie, mais c'est aussi la philosophie. C'est aussi une ligne politique, évidemment, que combat Aragon. Une ligne beaucoup plus ferme, beaucoup plus étroite, disons. C'est un jugement, disons beaucoup plus étroite pour parler dans les mots d'Aragon. On peut discuter après. Et puis une ligne politique différente, disons. Mais aussi, il y a une prétention de la philosophie d'être la discipline maîtresse, comme on dit. Donc c'est les philosophes qui jouent le jeu, qui décident du jeu. Et ça, Aragon ne veut pas ça. Aragon ne veut pas que ce soit les philosophes qui donnent la ligne, quoi, en gros. Il y a une espèce de discipline reine, quoi, la philosophie. Ça, il n'est pas d'accord avec ça. Donc je pense qu'il y a aussi cet élément-là qui joue. Puis enfin, il y a quand même l'écho des sciences sociales dans les années 60. C'est-à-dire que c'est quand même un moment d'affirmation, y compris dans la presse, parce que l'aide française, c'est aussi une entreprise de presse, avec des formats qui changent, des formats qui sont assez novateurs. C'est d'ailleurs une tradition, si je peux dire, dans la presse communiste. La presse communiste n'est pas une presse ringarde du point de vue de la forme. On pense à Regard, on pense à quelque chose. C'est une presse qui essaie de vivre à l'affût des modes, des tendances. Et donc, l'aide française est aussi dans ça. Donc, je pense que ces différents niveaux d'explication-là distance, je pense, d'Aragon par rapport aux philosophes communistes, à la place de la philosophie communiste comme une espèce de truc central et royal, explique sans doute peut-être la relativement faible place des philosophes, même de Garaudy, qui est pourtant le plus proche des philosophes. Si je prends Garaudy, Sèvres ou Althusser, c'est Garaudy quand même le plus proche de tout ça, ou même Canapa, qui écrit très rarement, par exemple, aussi agrégé de philosophie. Et puis, je pense à une ligne politique de Daix, quand même, qui, si on le suit, mais c'est toujours difficile les écrire a posteriori, qui quand même est assez comment dire, assez favorable, je pense, à ce qu'il voit comme un renouvellement, comme une pensée positive qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir, et avec laquelle il faut se rapprocher, puisque Daix est quelqu'un qui est quand même très marqué, lui, profondément, n'oublions pas, Daix, il a été déporté, il a été très actif dans les moments de guerre froide les plus durs dans les lettres françaises, puisqu'il a été actif dans les lettres françaises avant de travailler à Ce Soir, puis après Ce Soir, et il est là notamment au moment des deux grandes affaires, l'affaire Kravchenko et l'affaire Rousset, où il tape très fort. Et donc, il y a quand même un effet de retour de balancier, quand même. C'est-à-dire qu'il est allé très très loin dans un sens, et après, quand ça se... Repentir. Voilà, donc il y a des grandes remises en question très grandes. Et donc, je pense que son rapport au marxisme, son rapport à ces questions théoriques, est lui-même très interrogé par toute sa biographie, sa trajectoire. Et ça l'amène sans doute à voir avec beaucoup d'intérêt ces nouvelles pensées qui se développent là, qui ont de l'intérêt, et qui, pour ce qui concerne Foucault, on ne peut pas l'oublier, Foucault, évidemment, c'est très hostile au marxisme, mais en même temps, il y a Althusser, enfin, vous voyez, c'est compliqué quand même. Donc, c'est une réévaluation, et sans être en même temps en rupture totale quand même. Donc, je pense que, en tout cas, ça fait partie des éléments vraiment surprenants, cette affaire. Jacobson, on en a parlé aussi dans les figures un peu fortes. Jacobson, alors c'est pour des raisons diverses qui sont liées à ça, mais aussi parce que c'est un ami d'enfance d'Alsa Triolet, par ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'Alsa Triolet, elle est russe, et elle était amie depuis
très longtemps avec Roman Jakobson. D'autres questions, remarques? Vous avez montré dans votre exposé des divergences entre Aragon et le PC français. Est-ce que vous avez remarqué cette même position lorsque, pendant la guerre d'Algérie, le PC a voté la loi concernant l'envoi du contingent en Algérie? Alors, j'espère ne pas avoir montré les différences entre Aragon et le PC français, parce que justement, disons que dans le sens où il n'y a pas Aragon d'un côté et le PC français dans un bloc de l'autre, disons qu'ils jouent une partition avec certains militants, avec certains dirigeants, contre d'autres dirigeants, avec certains militants. Disons, moi, Ce qui égratigne la vision monolithique des choses. oui, en tout cas, moi, c'est comme ça. Il me semble que j'ai essayé de présenter les choses, et il me semble avoir essayé de le montrer comme ça. Mais ça se discute, évidemment. Alors, sur la question des pouvoirs spéciaux, puisque c'est à ça que vous faites allusion. Bon, plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, il y a un travail que j'ai là, que vous connaissez, donc qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, qui est donc le travail d'Alain Ruscio consacré à cette question. Donc Alain Ruscio, qui avait consacré sa thèse d'État à ce sujet des communistes français et la guerre d'Indochine, et qui finalement, quelques décennies plus tard, recommence ça, si je puis dire, avec les communistes français et la guerre d'Algérie. Et dans ce gros ouvrage, qui a le grand intérêt par rapport à tout ce qui a été écrit, que j'ai lu moi en tout cas, sur la guerre d'Algérie et les communistes, de s'appuyer sur les archives du Parti communiste. Ce qui, quand même, accessoirement, n'est pas tout à fait inintéressant quand on veut travailler sur ce sujet-là. Mais ce qui n'empêche pas toujours certains de parler parfois, je trouve, avec peut-être un peu d'imprudence. Mais bon, en tout cas, comme je ne voudrais quand même pas finir par être imprudent, et je donnais des leçons, je ne suis pas en place de donner des leçons à qui que ce soit, donc c'est pas mon propos. Mais il consacre plusieurs pages, donc avec d'ailleurs une formule amusante, c'est l'engagement d'Aragon, vous voyez, on revient toujours à cette formule, voilà, la défaite d'Aragon jusqu'à l'excellent Alain Ruscio aussi. Donc par rapport à la question de l'Algérie. Alors plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que dans les lettres françaises, il y a depuis longtemps une grande place accordée aux questions coloniales. Pour plusieurs raisons, pour autant de raisons. D'une part, des proximités, humaines, politiques, des réflexions artistiques. C'est-à-dire que Senghor écrit dans les lettres françaises, que Césaire écrit dans les lettres françaises, que Kateb Yassine écrit dans les lettres françaises, etc. Que Mohamed Dib écrit beaucoup dans les lettres françaises, etc. Et que le CNE, comme Comité national des écrivains, intervient à plusieurs reprises par rapport à ce qui se passe en Algérie, par l'angle d'attaque des écrivains algériens et de ce qui leur arrive. Donc il y a beaucoup de prises de position des lettres françaises avant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, par rapport à ce qui se passe là-bas, soit directement, soit par le biais de la question des écrivains algériens. Et c'est pas seulement de l'écriture pour, c'est aussi de l'écriture par. Il y a l'écriture des lettres françaises depuis Paris pour les Algériens, mais c'est aussi l'écriture depuis les lettres françaises par des Algériens. Donc à l'intérieur du journal. Alors, pour ce qui est des pouvoirs spéciaux, alors là déjà que je fais des réponses très longues et trop longues, et d'ailleurs parfois je quitte la prudence et je pourrais être taxé de donner des leçons, ce que je veux surtout pas faire. Non mais vous savez, quand on lit, on a des réflexes que, voilà, bon, c'est pour ça. Donc je le dis avec un peu trop de brutalité et un peu d'injustice. Mais parce que je ne retiens que les aspects qui m'ont un peu dérangé, ce qui est évidemment réducteur et injuste. Par rapport à l'ampleur des apports des uns et des autres, qui sont supérieurs aux miens pour l'instant. Donc, il faut parler avec plus de modestie. Mais, pour répondre à votre question sur les pouvoirs spéciaux, donc, c'est un moment singulier dans l'histoire du Parti communiste, 56. Et là, il faudrait en parler très longuement. Et là, je pense que je ne peux pas... pourquoi très longuement? Parce que ça ne résume pas l'activité du Parti communiste par rapport à la guerre d'Algérie, ni avant, ni pendant, ni après. C'est un moment singulier qui s'inscrit dans l'ensemble de réflexions du Parti communiste sur qu'est-ce qu'il faut faire en 56, c'est-à-dire juste après les élections de 55, qui est donc fin décembre 55, qui sont en 1955, donc où les socialistes qui étaient tout à fait hostiles deviennent... On est 20 ans après Front Populaire, peut-être qu'il y a la possibilité il y a une 3e semaine de congés payés, bon, etc. Et de toute façon, comment dire que les communistes aient voté pour ou contre, de toute façon, les pouvoirs spéciaux allaient être obtenus par le gouvernement. Et donc, l'idée qui a été mise en avant était de dire
que les communistes votaient pour, tout en expliquant qu'ils étaient contre en réalité. Hein. Ils expliquent dans leur défense qu'ils sont contre, et ils votent pour, mais en disant que les socialistes ne trouvent pas là une volonté, un prétexte à rupture, en gros en disant bon ben voilà, on vote pour, mais à condition que, etc. Bon, en réalité, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, et les votes successifs ont été modifiés. Dans les lettres françaises, ça n'est pas un journal, ça n'est pas l'organe du parti, et donc la politique, au sens le plus quotidien du terme, ou même hebdomadaire du terme, n'est pas présente. Donc moi, je n'ai pas souvenir, là, mais il faudrait vérifier, mais je n'ai pas souvenir d'une prise de position forte des lettres françaises par rapport aux pouvoirs spéciaux. Mais c'est dangereux de parler comme ça, parce que c'est numérisé, et que maintenant on peut vérifier assez vite. Mais en tout cas, j'en ai pas le souvenir. J'en ai pas le souvenir de ça. Mais par contre, par rapport à la guerre d'Algérie, il y a beaucoup de choses à dire sur l'action des lettres françaises, sur ce qui est dit, ce qui est raconté. Un mot sur Aragon lui-même, c'est que, vous savez, aujourd'hui encore, parfois, il se dit que les Américains n'ont pas de culture et que les Arabes n'ont pas de culture, bien sûr. C'est vrai, ça se dit, ça s'entend parfois. Et donc Aragon, ça lui prend du temps. Donc ça sort après la guerre d'Algérie. Mais c'est écrit pendant la guerre d'Algérie. Il va travailler pendant des années à un objet assez étrange qui s'appelle Le Fou d'Elsa, qui est un très 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 gros, texte poétique, voilà, parce que recueil, c'est difficile à dire. Le Fou d'Elsa. Le Fou d'Elsa, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça se passe dans la Grenade de la fin du XVe siècle, la Grenade musulmane, la Grenade arabe à ce moment-là, et qui va être prise dans le cadre de la Reconquista par les rois catholiques, qui vont la reprendre. Et c'est un texte qui, après beaucoup de recherches d'Aragon, il prend beaucoup de temps, recherche sur l'histoire de la poésie arabe, recherche sur Grenade, enfin c'est assez gigantesque le travail qu'il a fait, eh bien, a quand même pour objet, de montrer l'ampleur, disons, de cette civilisation. En gros, c'est quand même ça son objectif, dans un contexte ultra raciste, qui est le contexte de la période de la guerre d'Algérie, où il fait un énorme ouvrage, qui est une espèce d'ode, si je puis dire, un peu magnifié, c'est vrai, peut-être, à ce monde-là, c'est-à-dire un monde où, en plus, n'oubliez pas qu'Elsa Triolet est d'ascendance juive, hein, n'oubliez pas ça. Et donc, quand les rois catholiques reprennent ça, je vous rappelle que ce que deviennent les Juifs sont expulsés immédiatement après. Hein. Donc il veut montrer, au contraire, avec cet exemple-là, la supériorité, en réalité c'est presque ça, la supériorité de la civilisation arabe à ce moment-là par rapport à la civilisation chrétienne qu'il attaque assez durement, d'ailleurs, au départ du Fou d'Elsa. Donc il y a tout un projet d'ode, si je peux dire à ça, d'ode à cette culture, à la civilisation, à la langue, il essaie de rentrer en réalité. C'est pas une copie, mais c'est une inspiration. Il essaie de rentrer dans la langue arabe aussi, etc. Donc il y a tout un travail pour magnifier et pour faire reculer d'une certaine manière l'idée que il n'y a qu'une seule idée colonialiste, c'est-à-dire on va apporter la lumière auprès de gens qui n'ont pas de culture. C'est ça l'idée coloniale quand même. Le grand discours colonialiste qu'on a depuis longtemps, c'est quand même celui-là. Et là, il veut montrer l'inverse, c'est-à-dire le Fou d'Elsa, il le fait. Donc il y a Aragon, directeur des lettres françaises, il y a Aragon, sa poésie lui-même, où il s'engage. C'est un gros travail, parce que vous voyez bien qu'on n'apprend pas l'arabe à l'école, Aragon, donc ça lui a demandé un travail assez titanesque. Il s'est lancé là-dedans. Donc, non, il y a vraiment une prise de position importante de la part des lettres françaises, par ces différents canaux, par ce qu'ils disent, par les gens qui publient, par les prises de position sur le fond, ou par la littérature et par l'engagement. Par l'action même, vous voyez, par l'action même, comme ça on les quitte, par l'action même d'Aragon, en mettant sa propre poésie. D'autres questions, suggestions, Vincent? Pour revenir à la question précédente sur le contenu des lettres françaises, je me demande s'il n'y a pas aussi un biais éditorial c'est une nouvelle de la qui joue, et on sait qu'Aragon est conseiller éditorial chez Gallimard. Je pense que Yacine, Sangor, Foucault, c'est tous des auteurs Gallimard. Je pense qu'il y a aussi là, sinon un effet d'opportunité, au moins le fait qu'il ait eu les textes avant les autres et qu'il est peut-être davantage maturé. Alors, oui, beaucoup, non, un peu peut-être. Oui, clairement. C'est-à-dire que, non, mais oui, souvent on remarque que, par exemple, James Baldwin ou d'autres, parfois ils publient des préfaces d'ouvrages qui vont sortir chez Gallimard, ou, comment il s'appelle, il y a une ombre, comment ça s'appelle, il y a des préfaces qu'Aragon donne aussi
à des poètes qui sont chez Gallimard, et donc qui donnent. Donc effectivement, il y a une proximité. Mais qui marche dans les deux sens en réalité. Parce que quand on pense à la plaisanterie de Kundera, en réalité c'est Aragon qui intervient auprès de Gallimard pour que ce soit publié chez eux. Donc ça marche, c'est pas seulement de Gallimard chez Aragon, mais c'est parfois d'Aragon vers Gallimard. Donc ça marche dans tous les sens. Et quant à Kateb Yassine, il me le faudrait quelque temps pour vérifier, mais je ne suis pas sûr que c'est un auteur Gallimard, je ne crois pas. Je crois que c'est- Regardez, il y a Oui. une partie qui est. Alors évidemment, ils ne mettent pas. Enfin, ce que j'ai regardé, ils ne mettent pas les dates, hein, mais il y a une partie qui est publiée. Parce qu'il y a chez plusieurs Gallimard. auteurs algériens qui sont plutôt des auteurs seuil ou choses comme Oui, ça. oui, je pensais le trouver en seuil, et en fait, il est chez Gallimard. Mais pas tout de suite, je crois. Je sais plus. Mais en fait, que ça soit réciproque, évidemment, mais je pense que c'est surtout des effets de connaissance. Il est quand même bien introduit dans le milieu Gallimard, et pour le coup, je pense que là, dans le contenu des lettres françaises, ça joue d'une manière ou C'est d'une vrai. autre. Et ça joue au détriment aussi, pour une part, des philosophes communistes dont je viens de parler, voilà, qui sont évidemment pas chez Gallimard. Évidemment. Mais je vois, par exemple, si je reprends par exemple, quand même. Non, par exemple, si on prend Nedjma, quand même l'œuvre qui impose Yassine, c'est au seuil. Nedjma, c'est au seuil. Donc c'est pas. Mais bien sûr, évidemment, il a un accès, mais qui est plus large que ça, parce que pendant un moment, quand on regarde le Figaro littéraire, vous avez quand même des gens de l'Académie française, des gens de l'Académie Goncourt qui sont là. Et donc, il y a une concurrence, en fait, c'est les deux grands titres, il y a une concurrence entre les deux. Et les réseaux d'Aragon sont quand même très variés. C'est pas un canal qui est exclusivement Gallimard, même si, bien sûr, il est pendant un certain temps quand même à l'Académie Goncourt. Hein, il a été à l'Académie Goncourt un certain temps. Il la quitte parce que François Nourricier n'est pas choisi alors qu'il considère que ça devait être lui. Mais donc il a une aura, une surface qui est très large quand même, depuis qu'il a acquise progressivement par le biais des académies. Et les académies jouent une place importante dans la revue, depuis le départ. Parce que quand ils voulaient créer les lettres françaises, ils avaient fait appel à Georges Duhamel au départ, donc de l'Académie française. Bon, qui décline parce que, bon, voilà, c'est un peu dangereux. Mais, enfin, non, mais, bon, mais, non, mais bon, qui décline au départ, pour diverses raisons. Mais il y a des liens régulièrement avec quand même l'Académie française et l'Académie Goncourt. Et on voit d'ailleurs parfois la concurrence qui existe entre ces deux structures. Parce que du coup, on voit bien que. Et parfois, quand ils servent plus les uns, plus les autres, donc ils essaient de se rattraper un peu de l'autre, etc. Donc il y a quand même des. Mais c'est vrai que, bien sûr, c'est un auteur Gallimard, et il y a beaucoup d'auteurs Gallimard. Et c'est la raison tellement vraie que pour faire cette anthologie, pour les problèmes des droits, en réalité, Gallimard nous a aidé considérablement, parce que la plupart des auteurs de la française sont quand même des auteurs Gallimard. Donc bien sûr, oui, très largement. Serge. Une petite question sur Aragon et la littérature dans les lettres françaises. Non, dans les lettres françaises. Parce que pour la période, à la fin des années 50, il y a début des années 60, il y a la crise du roman, entre guillemets, le nouveau roman, d'un côté, et d'autre part, le problème du statut de la littérature face à la linguistique, on va dire. Et la manière dont Aragon, toujours à travers les lettres françaises, mais lui-même, il est impliqué dans cette affaire. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une clé qui serait sa conception de la littérature et surtout l'idée qu'il se fait de la littérature et qui continue d'être pertinente, la littérature, face à tous les autres modes d'expression du savoir concurrents, quoi. Et y compris qui mine une partie du romanesque, et que ce soit par la linguistique, que ce soit par les procédures du nouveau roman. Bon, à travers les lettres françaises, ce qui en est dit, la place qui est faite aux uns et aux autres, ça peut être disons, un reflet ou un miroir ou un indicateur, quoi. J'ai déjà été imprudent tout en étant exigeant avec les autres, mais alors là, ça va être difficile si je m'avance dans la réponse, parce que je risque de dire des bêtises. Non, mais est-ce que la question est pertinente? Je ne sais pas, moi. Moi non plus, je ne sais pas, mais parce que je ne suis pas suffisamment versé dans ces questions. Mais avec prudence, encore plus, disons, j'aurais tendance à le penser, mais il faudrait évidemment être plus compétent que je ne le suis pour pouvoir le dire avec plus d'assurance et de pertinence. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le nouveau roman, évidemment, c'est un moment très important et qui vient, si je puis dire,
basculer ou heurter ou se confronter brutalement avec y compris la production d'Aragon et avec même ses conceptions et ses pratiques, les deux à la fois. Et anecdote peut-être, le président de la maison Aragon, à Triolet actuel, c'est Éric Orsena, et il me dit quel bonheur quand j'étais jeune homme et que je lisais les lettres françaises, parce que contre la dictature du nouveau roman, enfin on avait cette respiration dans la lettre française qui nous donnait à voir non pas le conservatisme romanesque à l'ancienne, mais au contraire qu'il existait une autre voie, une voie possible pour le nouveau roman. Donc cette espèce d'idée voilà, que dans une espèce de paysage très dominé par le nouveau roman, il y avait cet espace que la lettre française ouvrait, qui n'était pas un espace qui niait les problèmes posés par le nouveau roman, mais qui y apportait d'autres réponses. Cependant, avec toute la diligence, pas la diligence, mais toute la déférence que j'ai par rapport à mon président, néanmoins, en réalité, il y a aussi des auteurs du nouveau roman qui s'expriment, et qui s'expriment très souvent dans la lettre française. Butor, Michel Butor, écrit très souvent dans la lettre française. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Nathalie Sarraute écrit de temps en temps dans les lettres françaises, etc. Donc, c'est pas très simple, cette question. Et puis ensuite, vous savez qu'Aragon, il a une écriture très... Vous savez, il y a une Balzac, bon voilà, on le situe dans un courant littéraire un peu précis. Je parle là encore avec prudence, c'est l'impression que... C'est ce que j'ai appris, peut-être que c'était un peu une simplification excessive, mais en tout cas, il me semble que j'ai appris ça, il me semble qu'on se dit. Aragon, c'est impossible, vous voyez bien, il y a plusieurs modalités très différentes d'écriture d'Aragon. Donc, dans les lettres françaises, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas une hégémonie des nouveaux romans, certains. Mais par contre, il n'y a pas un silence complet de cette affaire-là. Il y a vraiment une place donnée. D'une manière générale, il y a une grande place qui est accordée à la jeunesse dans les lettres françaises, et c'est une des volontés d'Aragon aussi. Par exemple, un écrivain comme Philippe Solers va être lancé complètement par Aragon avec une double page où Aragon en fait, etc. Beaucoup. Donc sur Solers. Donc il y a vraiment une grande place accordée à ça. Je crois que j'ai oublié un bout de la question, donc je n'y ai pas répondu. Mais... Donc, tu gardes ce que tu veux. Oui, allez-y. Pour rebondir un peu sur les questions précédentes, est-ce qu'on peut dégager derrière les lettres françaises un véritable projet éditorial? Est-ce qu'Aragon, par exemple, avait une idée de ce que devait être un journal, je dirais pas littéraire, parce que on était très largement dans un vaste champ culturel, enfin, on a raté tout le champ culturel de la société de l'époque, et donc, à travers ce que vous dites, est-ce qu'il y avait véritablement un projet? Est-ce qu'on peut dégager un projet? Est-ce qu'il avait une idée de ce que devait être un journal de ce type dans la société dans laquelle on était, donc à cette époque? En réalité, je crois qu'on peut dire qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plusieurs. Mais là encore, il faut bien le dire, on parle, mais il faudrait au moins une thèse sur le sujet. Donc là, on parle provisoirement. Ça tombe bien, on est dans un séminaire de recherche. Voilà. Susciter des sujets de vocation. Et c'est totalement difficile pour la raison que vous indiquez, c'est que on est effectivement dans un domaine qui est très pluridisciplinaire, parce que il y a une grande place à la littérature, c'est son nom, les lettres françaises, mais d'emblée, il y a une place importante donnée aux arts graphiques, une place importante, même une place à la musique, au cinéma, très importante place au cinéma, notamment parce que le grand journal de référence de cinéma qui s'appelle L'Écran français, qui est porté par Georges Sardou, l'institution, lui tout seul, ou Moussinac aussi, voilà, donc deux grands poids très très lourds, donc fusionnent la raison de difficultés budgétaires à l'intérieur des lettres françaises pendant la guerre froide. Et donc Sardou l'écrit tout le temps dans les lettres françaises. Évidemment, c'est gigantesque, le théâtre, etc. Donc c'est vraiment très 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 large. Et quel projet? Oui, justement, revenons à la création. Au moment où la création, parce que il y a quand même plusieurs vies des lettres françaises avec des projets qui sont quand même pas exactement les mêmes, parce que le moment n'est pas exactement le même. Lors de la création, donc en 1942 finalement, même si ça se discute dès 1941, donc il y a plusieurs
proposition sur la table, de cette manière. Existent déjà certaines revues, notamment les pionniers, qui sont la Pensée libre ou même l'Université libre, qui sont donc des publications qui sont portées par Jacques Decour, donc déjà, mais aussi par Georges Politzer, donc le philosophe, qui a une vie assez incroyable, Georges Politzer, et puis Jacques Solomon, donc, qui est scientifique. Et la ligne telle qu'elle se déploie là, c'est une ligne plutôt, disons, avec une exigence théorique assez cohérente, c'est-à-dire que ces revues doivent proposer des éléments de réflexion marxiste. C'est vraiment ça l'idée. Et d'ailleurs, y compris par rapport à cette grande figure de détestation de Politzer, qui était le pape de la philosophie du Collège de France, Bergson. Bergson, donc, le grand philosophe sur lequel Politzer a beaucoup tapé dans l'entre-deux-guerres, et sur lequel il continue de taper pendant la guerre. Mais Aragon est très heurté par cette politique de Politzer, et par la ligne qu'il déploie à ce moment-là. Il y a un désaccord, disons. Au moins parce que, au moins pour deux raisons, je prends le exemple de Bergson, au moins pour deux raisons. Pour Bergson, au moins une raison, c'est que Bergson à ce moment-là est quand même dans une situation difficile du fait de son ascendance juive. Et donc qui fait que Aragon considère que, oui, d'accord, Bergson n'est pas marxiste, n'est pas communiste, mais c'est peut-être pas le moment de risquer sa vie dans des publications clandestines pour continuer à taper sur Bergson, comme au temps où c'était un homme qui était très libre de ses mouvements et qui était un dominant sans danger personnel fort sur sa personne. Donc un désaccord comme ça. Mais le désaccord plus profond, c'est que l'objectif d'Aragon est dans la logique. Front populaire et la création d'un front national. Il faut rassembler très largement l'ensemble des créateurs et des artistes. C'est pas le projet de Politzer. Politzer, il veut, mais ça se tient, mais ça c'est une cohérence. Voilà. Il veut poursuivre un travail marxiste, communiste, pendant la guerre. C'est ça son objectif. Aragon, il veut rassembler très largement les créateurs et faire des lettres françaises le journal de la résistance littéraire. Tous les écrivains qui résistent sur cette fois-là. Et c'est ça l'orientation, le débat d'orientation qui existe au départ sur les lettres françaises. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait les lettres communistes, si je puis dire, ou est-ce qu'on en fait le journal de toute la résistance littéraire? Et Aragon pousse au maximum pour que ce soit cette ligne-là qui l'emporte. De fait, c'est ce qui va l'emporter, notamment parce qu'il y a Paulhan. Je vous rappelle que dans les lettres françaises, vous avez Mauriac, qui écrit dans les lettres françaises. Mauriac, qui est quand même la grande figure de l'intellectuel, de l'écrivain, du romancier, qui n'est pas encore prix Nobel bientôt, mais du romancier qui n'est pas communiste quand même, du romancier, etc. Donc bien sûr, il y a des choses, une sensibilité sociale qui est nette quand même chez Mauriac, mais quand même. Bon. Mauriac, une personnalité dont j'ai déjà parlé, dont l'activité de résistance est plus modérée, et qui à la fin écrit dans les lettres françaises à plusieurs reprises, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, donc, écrit. Il a aussi écrit dans des revues moins résistantes pendant la guerre, mais il écrit donc dans les lettres françaises à plusieurs reprises. Donc, à la fin, donc, il y a vraiment l'idée d'être sur un spectre très large. Le grand philosophe chrétien par excellence, Maritain, Jacques Maritain, écrit dans les lettres françaises. Donc, on a vraiment qui est très large, parce qu'il faut en faire cette affaire-là. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a un comité national des écrivains qui embrasse encore très largement. Et l'objectif d'Aragon est que cette ligne-là continue et se poursuive. Bon, après, pour des raisons de part et d'autre, si je puis dire, sans faire un 50-50, c'est pas un jeu de... Mais en tout cas, ça change très vite pour plusieurs raisons qu'on connaît, qui sont la question de l'épuration, où il y a des désaccords. Il faut bien voir que parmi les écrivains, il y a des écrivains proches d'Aragon qui sont morts, quand même. Donc se pose la question question compliquée. Y a-t-il une responsabilité des écrivains, des artistes? Et si on a, si on n'a pas, ce sont des gens qui écrivent sans conséquence, et donc à ce moment-là, ils sont là, ou est-ce qu'au contraire, ils ont une petite responsabilité ou pas? Donc il y a des questions qui se jouent là, qui sont des questions évidemment compliquées, et qui en plus sont chargées
questions affectives qui sont la perte autour de la table de Desnos et d'autres qui étaient là et qui ne sont plus là pendant que d'autres sont là. Et qui, bon, voilà, bon, c'est ces questions qui se jouent là. Et parmi les grandes figures qui étaient à la direction du CNE, eh bien, il y a des départs sur la question de la gestion de la question de l'épuration. Aragon n'étant pas le plus dur, un des plus durs, c'est pas pour le charger, mais Éluard étant beaucoup plus offensif sur le sujet. Mais d'ailleurs, Éluard a joué un rôle plus actif qu'Aragon. Aragon donne l'orientation de départ, mais Éluard joue un rôle plus actif dans la lettre française. Il écrit de clandestine, il écrit plus qu'Aragon dans la lettre française clandestine. Il joue un rôle important. Claude Morgan, Guy Thomas, mais Éluard joue un rôle très important pendant la période de la résistance. Et voilà, il arrive au moment de la guerre avec ce côté, voilà, ces gens qui ont continué, je sais pas quoi, à vivre leur petite vie. Il faudrait que, voilà, il y a une ligne très dure. Aragon est un peu moins, mais quand même. Donc cette question-là qui va rompre. Et puis il y a tous les affres de la guerre froide, c'est-à-dire que là, évidemment, le monde se coupe en deux, ça devient de plus en plus difficile. Cependant, ils essayent de maintenir le plus longtemps possible. Mais là, il y a aussi, comme l'a dit Juquin, c'est vrai, hein, il y a vraiment une grosse thèse sur le CNE, vraiment en tant que tel à faire. Et vraiment, le Comité national des écrivains, là, il y a vraiment un gros travail à faire, parce que on dit des choses approximatives, moi le premier, parce qu'il y a un travail, et qui est possible, hein, parce que les archives d'Aragon, il y a tous les trucs du CNE, la BNF, par les archives d'Aragon. Donc la thèse, elle est facile à faire. Tous les cartons ne sont pas très nombreux à chercher, ils sont là, ils sont tous là, c'est parfait. Donc, une très belle thèse sur le Comité national des écrivains. Et donc, ils essayent de maintenir, parce que même pendant la guerre froide, par exemple, un écrivain qui sera bientôt ministre de droite, hein, qui est Maurice Druon, il est aux côtés du Comité national des écrivains pendant la guerre froide. Hein. Même, pour revenir à l'année 56, dont on a tout à l'heure évoqué, en 56, c'est le 20e congrès, c'est les pouvoirs spéciaux, c'est Suez, c'est la Hongrie. Et la Hongrie, donc l'intervention soviétique en Hongrie, et elle est suivie par une montée d'hostilité au Parti communiste français et aux communistes français qui sont évidemment considérés comme ceux qui massacrent les Hongrois à ce moment-là, qui montent en flèche. Il y a des assauts physiques contre les sièges du parti et de l'humanité, et une montée de manière générale très forte de l'anticommunisme. Et Druon, donc vraiment pas un communiste, hein, et Edmond de Charleroux, qui est la femme de Gaston Defferre, je vous rappelle, hein, donc une éminence socialiste, hein, donc pas du tout communiste, dans une période de guerre froide où l'union de la gauche n'est très incertaine, hein, on va parler avec modestie. Les deux disent Aragon et Elsa doivent être bien seuls ce soir, et ils partent tous les deux, Druon et Charleroux, au moulin à Saint-Arnoux pour retrouver, pour épauler Aragon et Elsa Triolet dans un contexte où ils n'approuvent pas eux l'intervention soviétique, c'est pas le sujet, mais où, bon voilà, l'ampleur du vocabulaire anticommuniste, les appels à l'interdiction, tout ça, bon voilà, là, donc. Dans des contextes qui changent, elle essaie d'être maintenue par Aragon. Toujours là. Dans le journal, vous trouverez tout le temps des figures non communistes, des figures non réalistes, des figures envoyées même sur des questions politiques ou artistiques, esthétiques, disons, des figures qui variétés. Butor est un exemple, mais aurait pu être cité, qui tiens, ils ont été ils ont été faire un large qui se maintient. C'est une des raisons pour lesquelles il y a. Autre chose, c'est aussi la jeunesse. C'est vrai que la place de la jeunesse dans les françaises est quand même grande, en essayant de mettre en avant des jeunes artistes, des jeunes créateurs, des jeunes poètes, des jeunes écrivains. Aragon le fait, Elsa Triolet le fait aussi, en une série de jeunes poètes. Une ligne là, qui essaie de se faire. C'est des gens un peu âgés pour la période et qui pensent qu'ils vont mourir bientôt. Hein. Finalement, ils ne meurent pas tout de suite. Mais on voit souvent, donc il faut passer. Il faut survivre, passer, etc. Donc ce côté-là passeur est très fort. Le fait que je parle à nos gens de ça, il faut reconnaître qu'il y a une sensibilité des lettres françaises très grande aux artistes d'autres pays. Alors évidemment aux artistes de l'Est, mais pas seulement. Aux artistes des pays colonisés ou des pays nouvellement décolonisés, aux artistes américains. Vous savez, James Baldwin, dont on parle beaucoup en ce moment, mais enfin c'est quand même assez récent, comment dire, dans les lettres françaises, à plusieurs reprises, on met des figures comme ça des États-Unis en avant.
Donc je crois quand même que dans les lignes qu'on peut trouver, il y a quand même des éléments comme ça. Même si, bon, voilà, après, les périodes sont quand même très différentes. D'autres questions, remarques, suggestions? Bon, on va clore. Une question pratique. L'ontologie, vous avez publié, il y aura quel fil directeur? Ah, d'accord. Je veux dire, mais je crois qu'il y avait d'autres questions. Ah oui, donc, Puis on- Ouais. Sauf si. Ouais, allez-y. Oui, c'était par rapport à la période 68-72. Je voulais savoir si les lettres françaises avaient publié des textes d'auteurs condamnés par les partis communistes locaux, parce que vous avez dit qu'en 1970, les lettres françaises ont publié des textes d'auteurs tchèques, interdits de publication en Tchécoslovaquie. Et je voulais savoir si vous avez publié également des textes d'auteurs condamnés, par exemple en Pologne ou en Allemagne. Et bien là, voilà. Après, là, il faut que je. Non, je ne sais rien, je ne sais pas. Enfin, là, il y a un travail, on en saura plus quand on aura l'indexation précise. Parce que là, celui-là, je le sais, voilà, bon, c'est facile, c'est un exemple. Mais le recensement précis, la chronologie, le nombre, l'identité, la géographie, ça demande une indexation complète qui, pour l'instant, n'est pas faite. Mais ça participe quand même de la culture d'Aragon, depuis les procès Slansky, etc. Et la logique aussi dans le parti d'ouvrir et de faire très attention à la place de l'intellectuel de l'autre. C'est quand même déjà ancien, c'est pas spécifique aux années 70. On pourrait remonter avant, me semble-t-il. Donc là, je peux. Je le fais, mais Enfin, Daniel est sensible. oui, c'est Daniel. Voilà, c'est merci. Signevski, oui. 66, oui, c'est vrai. Là, voilà, il faut regarder. Et quant à l'anthologie, le fil directeur. Alors là, c'était un crève-cœur épouvantable. Et oui, ça, finalement, parce qu'en fait, on pourrait faire beaucoup d'anthologies dans les lettres françaises. Et déjà, on pourrait faire Aragon dans les lettres françaises. Ce serait déjà épouvantable parce que on ne pourrait déjà pas tout prendre. Il faudrait presque tout prendre. Donc en fait, l'idée a été de mélanger les articles que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la valse des adieux. On ne peut pas faire une anthologie sans la valse des adieux. Il y a quelques articles des lettres françaises qui sont connus du grand public. Il fallait les reprendre quand même, parce qu'il n'y a pas 36 anthologies, donc il faut quand même qu'elles contiennent ce qui est attendu. Et il fallait aussi, on s'est dit aussi qu'il fallait essayer de donner un peu à voir de ces textes qui le sont peut-être moins, ou de ces auteurs qui sont peut-être un peu moins attendus. Donc on a essayé de mélanger, disons, du classique, donc un peu plus connu ou attendu, et un peu d'inattendu. C'est-à-dire, donc on a donné une prime un peu à l'inattendu. Ça a des biais parce que, évidemment, alors quand on a pu, parce que il est arrivé que certains auteurs qui ne partagent plus les opinions qu'ils avaient au moment où ils écrivaient dans les lettres françaises, dont les sociologues vénérables, eh bien, ils ne souhaitent plus, par exemple, qu'on reprenne des textes qu'ils avaient écrits à d'autres moments. Donc là, à ce moment-là, ça ne figurera pas. Mais bon, voilà, on a voulu mélanger un peu cette affaire. Au départ, le point d'idée, c'est le point de départ, je ne l'ai pas dit, c'est que l'anthologie a d'abord été constituée par, la lecture, elle s'est faite par une équipe d'étudiants de deuxième et troisième cycle, de master et doctorat. En gros. C'est eux qui ont fait ce travail. Donc l'idée, c'est aussi un peu de donner une sorte d'anthologie à nouveau frais, si je puis dire. Vous voyez, c'est-à-dire de relecture des lettres françaises au XXIe siècle et quelle anthologie du XXIe siècle des lettres françaises. Donc il y avait un petit peu ce côté-là qui était présent, alors qui a été évidemment tempéré par le recours à des autorités académiques qui permettaient de sortir des incomplétudes, de naïveté dont j'ai pu faire moi-même preuve à l'occasion de cet exposé. Donc la sortie. Ah oui, pardon. C'était ça la question. Sortie en septembre. Septembre. J'ai vu qu'à la fin du mois, chez Honoré Champion, il y a un dictionnaire Aragon. Exactement. Qui est sous la direction de Nathalie Piéguet Ouais. et de, j'ai oublié son nom, l'autre, voilà, je ne vais pas dire que j'ai oublié, je vous connais qu'elle, mais voilà. La direction, elles sont deux, c'est Nathalie Piéguet et puis j'ai oublié, mais ça va être un ouvrage très important, effectivement. Ah ben, c'est une de ses anciennes étudiantes, je crois. De qui? De Madame Piéguet, peut-être. Ah, peut-être, je cherche son nom, Et mais c'est je la vois, je l'ai vue il y a directrice. pas très longtemps. Mais je ne connais plus le nom. Très bien. Donc voilà, merci pour cette séance finale. Merci à toi, vraiment Guillaume, c'était fort intéressant et on prolongera encore.
Le prochain séminaire, c'est... Alors j'en reprends vite le calendrier parce que entre Dijon et la Fondation Gabriel Péry, le prochain, Serge, tu vas m'aider parce que t'en souviens peut-être mieux que moi. Sur les sociétés coloniales, Ouais, sur les sociétés coloniales, il a lieu à Dijon. Le Euh, 14 juin. 14 juin. Juin. Le 14 juin. Et on en a un le 24 juin Juin. ensuite. Le 21 juin, 21. pardon, la semaine d'après, le 21 juin, à Gabriel Péry, qui sera le dernier de cette année universitaire. En revanche, on peut annoncer Oui. que le séminaire reprend à l'automne. Enfin, il y a encore 2 séances cette année. Il reprendra à l'automne. Et puis, il va s'ouvrir. Il y a des enjeux de commémoration aussi qu'il ne faut jamais perdre de vue, qui vont permettre d'enrichir le séminaire et de le nourrir. Mais il n'y aura pas que ça. On va continuer, bien sûr, entrer, par exemple, sur des entrées sur les chants, la musique et les enjeux musicaux dans l'engagement et dans l'éthos et dans la pratique militante. Voilà quelques exemples pour l'an prochain, mais on continue le séminaire et le partenariat Fondation Gabriel Péry, MSH Dijon, Centre Georges Chevrier et ce qu'on appelait la suite de Paprika. D'autant plus, et on peut quand même l'annoncer, qu'on a eu une continuité par rapport à la mise en ligne des archives avec Collex Percé. On a une collection, on va continuer à mettre en ligne donc les archives du Parti communiste de l'après-guerre, secrétariat, bureau politique, comité central en ligne, ainsi que des revues, plus de 1000 revues, l'almanach ouvrier et paysan qui va être mis en ligne, et d'autres encore, et d'autant plus qu'on a les archivistes qui ont été recrutés, qui sont au séminaire maintenant et qui travaillent sous la direction de Céline à Lazare. Donc on va continuer ces indexations. Et puis on va profiter de l'anthologie et de ce que l'anthologie a pu avoir et faire pour penser à un moment donné peut-être la mise en ligne, pas tout de suite, mais des lettres françaises. En tout cas, elles pourraient être consultées avant ici, sur place, parce qu'il y a tous les enjeux, bien sûr, de droit. On ne peut pas mettre en ligne comme ça, mais participant de ton expérience, on pourra en faire profiter la MSH. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent consulter les lettres françaises ici, eh bien, vous demandez à la MSH, vous envoyez un courrier à Céline Lazare, la responsable des archives d'ici, et on vous permet